Nous étions donc en train de dériver, si je puis dire, vers la RDC. Et donc je vous propose, cher Vital Kamerhe, Monsieur le Président, de prendre le relais pour nous présenter les enjeux et les menaces qui planent aujourd'hui sur votre pays. Merci beaucoup. Aujourd'hui, l'Afrique, ce continent qui est, au fait, c'est une île dont on ne parle pas beaucoup. Vous avez l'océan Indien, l'océan Atlantique, vous avez la mer Méditerranée. Mais l'Afrique aujourd'hui a démontré que c'est à la fois la nouvelle destination à cause de ses ressources naturelles, sa population jeune, mais aussi l'Afrique est vierge aujourd'hui. Donc l'Afrique peut procurer de la richesse aux Africains d'abord, mais aussi au reste du monde. Mais nous avons compris aussi, et tout le monde a compris, que quand l'Afrique est en insécurité sur le plan des richesses au niveau des individus et des nations, le reste du monde est perturbé. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la République démocratique du Congo, mais nous avons voulu nous situer en Afrique. L'Afrique, nous sommes dans la partie subsaharienne, effectivement. La République démocratique du Congo est au cœur de l'Afrique. Une position géostratégique intéressante parce que nous sommes 2 345 409 km², puisqu'on a tendance à négliger les 409 km², et pourtant c'est la taille du Vatican déjà ça. Mais quand on donne la superficie du Congo, on considère que bon, ça c'est un petit bonus qui ne compte pas. Et pourtant c'est tout un État ailleurs. Nous disons aussi c'est 79 000 millions d'âmes. C'est très grand, la République démocratique du Congo. En dehors de la Chine, en termes de voisins, nous sommes les premiers. 9 voisins. Ça aussi, c'est une richesse. Et si vous êtes en bon terme avec les voisins, les experts militaires sont dans cette salle comme mon frère Jean-Jacques Rondo. Si vous êtes bien avec les voisins, c'est déjà les premières galaxies de défense. Puisque si vous êtes bien avec les voisins, on ne viendra jamais vous attaquer. Il va vous défendre et il surveille le territoire à votre place. 9 voisins. Mais nous avons aussi des ressources naturelles incommensurables, des atouts naturels inégalés. Nous avons des réserves en terres arables, aujourd'hui capables de produire pour des milliards d'individus, de quoi résorber donc les déficits alimentaires mondiaux deux fois. Nous avons des réserves en eau douce, donc 53% de toutes les eaux douces d'Afrique, bien réparties sur l'ensemble de l'Afrique, puisque la République démocratique du Congo est encastrée entre deux déserts. Au nord, vous avez le désert de Sahara qui descend très dangereusement vers la République démocratique du Congo, mais aussi vous avez le désert de Kalahari qui monte. Donc si aujourd'hui on fait la guerre à la République démocratique du Congo à cause des minéraux, demain certainement ça sera à cause de l'eau. Si nous ne sommes pas dans l'anticipation avec cette ressource qui devient de plus en plus rare. Et à l'horizon 2050, ça sera 75% de déficit d'eau, je pense, au niveau des États et au niveau des industries, au niveau des hommes. C'est très dangereux. Donc nous devons gérer cette ressource de façon rationnelle. La République démocratique du Congo aussi, c'est un scandale énergétique. L'énergie propre, non polluante et renouvelable. 100 000 mégawatts, dont 44 000 pour Inga, tout seul. Ça, c'est une richesse. Nous disons aussi, la République démocratique du Congo, c'est ce pays qui permet aujourd'hui de résorber les gaz à effet de serre. Nous sommes la deuxième forêt du monde après le Brésil. Mais nous disons tout ça, la République démocratique du Congo, j'ai parfois honte quand je le dis, c'est un scandale géologique. Bon, géologique, oui, très bien, parce qu'on a démontré que 10 minéraux de la République démocratique du Congo représentent une valeur de 24 000 milliards de dollars américains. Donc vous prenez le PIB des États-Unis d'Amérique associé au PIB de l'Europe occidentale, ça fait 22 000 milliards, dont la République démocratique du Congo est plus riche. Mais ça paraît comme une fiction. Et pourtant, ça peut devenir vite une réalité. Nous disons, aujourd'hui, la menace au niveau de la République démocratique du Congo, c'est quoi? L'ambassadeur Diarra vient de vous démontrer qu'il y a les Chebabs qui sont à l'est de la République démocratique du Congo et qui ont déjà toqué à la porte de Kampala. Les Chebabs ont déjà toqué à la porte du Burundi. Mais en même temps, en République démocratique du Congo, vous avez des forces terroristes comme la LRA, comme les ADF Nalu. Vous avez les forces qui avaient fait les génocides au Rwanda en 1994, comme les FDLR. Mais à l'ouest de la République démocratique du Congo, plus précisément du côté de Centrafrique,
vous avez le Boko Haram qui descend, ce groupe terroriste qui a déjà toqué à la porte du Tchad, mais qui va bientôt faire jonction avec les anti-Balaka ou les Seleka si les groupes armés persistent au niveau de Centrafrique. Et très rapidement, si nous retrouvons les Chebab et le Boko Haram dans la forêt équatoriale de la République démocratique du Congo, non seulement les drones ne le verront pas, les satellites, même les plus performants, ne le verront pas, mais en même temps, ces groupes vont trouver non seulement du pétrole, du diamant, de l'or, mais les minéraux stratégiques comme le coltan. Et ils peuvent aussi exploiter d'autres ressources naturelles. Donc, et ils vont trouver des jeunes pauvres et qui sont prêts à se faire recruter dans les groupes armés. C'est très dangereux. Donc, nous devons considérer que cette menace qui pèse sur la République démocratique du Congo, non seulement c'est une menace pour l'ensemble de l'Afrique, mais c'est une menace pour le monde entier, puisque la lutte contre le terrorisme, s'il arrivait aujourd'hui que les Chebab et le Boko Haram investissaient la République démocratique du Congo, vous pouvez oublier tous les accords de paix. La République démocratique du Congo, c'est un pays qui a connu des guerres successives depuis 1960, année de l'accession à l'indépendance jusqu'à ce jour. Jamais ce pays n'a été en paix pendant 10 ans successifs. C'est impossible. On a connu des rébellions à la suite des élections mal organisées vers les années 60. Mais malheureusement, l'histoire s'est répétée encore après les génocides au Rwanda. En 1994, nous avons eu, nous, en République démocratique du Congo, 2 millions de réfugiés. 2 millions de réfugiés à l'échelle de 2 provinces, du Sud Kivu et du Nord Kivu. À l'Est, c'est beaucoup. De quoi perturber tout l'écosystème et toute la vie en société. Mais nous avons connu en même temps une agression de la part du Rwanda et de l'Ouganda, une agression qu'ils justifiaient même pour sécuriser leur propre territoire parce qu'ils estimaient que leurs groupes armés pouvaient les attaquer à partir de la République démocratique du Congo. Je vois encore comment nous avons souffert au Conseil de sécurité pour expliquer à la communauté internationale que la guerre en République démocratique du Congo, ce n'était pas une rébellion interne, mais c'était bel et bien une agression avérée de la part de nos voisins. Mais c'était aussi une guerre par procuration, parce que les minéraux de la République démocratique du Congo et les autres ressources naturelles intéressent non seulement les voisins, mais aussi les puissances économiques au niveau international. Nous disons que tout cela nous a amenés dans un long processus au niveau de Lusaka, en ce qui concerne les États, mais au niveau de Sun City, en ce qui concerne les Congolais, pour trouver la paix. Est-ce que nous avons trouvé la paix aujourd'hui? Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo la mission la plus importante de maintien de la paix au monde. 22 016 hommes en uniforme en République démocratique du Congo depuis 17 ans. 17 ans, ça signifie, en d'autres termes, que le processus de la refondation de l'État a été un échec. Un échec parce que si nous avions mis en place une armée républicaine efficace, cette armée allait progressivement imposer, instaurer l'autorité de l'État si l'ensemble du territoire national et remplacer progressivement les forces des Nations Unies. C'est aussi un échec pour la communauté internationale, pour le système des Nations Unies. Vous ne pouvez pas amener 22 000 hommes si le territoire de la République démocratique du Congo, et après 17 ans, et même au moment où nous parlons maintenant, on continue à tuer à Beni. Beni, c'est cette partie que l'ambassadeur Diarra a essayé de parler à l'est de la République démocratique du Congo, dans le Nord Kivu, où vous avez chaque jour en moyenne 50 personnes égorgées et tuées de la manière la plus sauvage qui puisse exister. À l'est de la République démocratique du Congo, toutes les 3 minutes, il y a une femme qui est violée. C'est cette partie de la République démocratique du Congo, on a parlé du docteur Mukwege, l'homme qui répare les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes sont violées tout le temps par les groupes armés. C'est une véritable tragédie et nous disons aujourd'hui, et quand nous lisons l'histoire récente de la République démocratique du Congo, malheureusement, chaque fois quand on a approché la paix, c'est l'effondrement qui vient. Nous avons signé le 17 novembre 2002 l'accord global inclusif, c'est-à-dire entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les mouvements de rébellion du MLC, de Jean-Pierre Bemba et du RCD, qui étaient successivement soutenus par l'Ouganda et le Rwanda. Mais nous avons installé les gouvernements de transition
le 30 juin 2003. Ce gouvernement, après 3 ans, a organisé les élections le 6 juin 2006. Mais ces élections qui avaient donné beaucoup d'espoir aux Congolais en disant finalement, c'est fini, c'est reparti, les processus de démocratisation, de la refondation de l'État, de l'instauration de l'autorité de l'État, et donc d'un projet de développement pour répondre aux besoins du peuple congolais. Tous ces espoirs-là, quelques jours après, il y a eu d'abord le groupe du CNDP, une autre rébellion qui a vu le jour à partir de la rébellion qui venait de signer l'accord avec le gouvernement. Donc la politique des deux fers au feu avec les rébellions. Donc il y a le mouvement qui signe l'accord, il y a un général de ce mouvement qui se met en retrait avec quelques éléments, et puis il surgit après pour dire voilà, je viens de créer une nouvelle rébellion. Nous avons connu cela après les élections de 2006, malheureusement c'était le cas aussi après les élections de 2011. Les élections de 2011, pendant que tout le monde disait, bon écoutez, c'était de mauvaises élections, mais après avoir organisé 2 fois les élections, c'est-à-dire 5 ans après la guerre, on ne pouvait plus s'attendre à une autre rébellion à l'est de la République démocratique du Congo. 5 mois après, c'était la naissance du mouvement de M23. M23, c'est une rébellion que nous pouvons considérer comme la petite fille du RCD. Et donc le CNDP, c'est la fille du RCD, et le CNDP a donné naissance au M23. Vous allez vous perdre, puisque si je vous dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas 50 groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo, c'est 70 d'après Jason Stern, et IFRI a bien publié là-dessus. Et aujourd'hui, l'armée de la République démocratique du Congo, qui aurait pu justement prendre les relais à la place de la MONUSCO, c'est-à-dire la mission de maintien de la paix des Nations Unies, nous avons connu plusieurs tentatives de réforme. Et chaque fois, on recommence et on se retrouve avec une armée où vous avez plus de généraux que de colonels. Plus de colonels que de majors, plus de majors que de capitaines, ainsi de suite. Une armée où les gens bien formés sont les plus âgés. C'est-à-dire, nous avons les éléments qui avaient été formés à l'époque du général Mobutu. Et puis, finalement, c'est une juxtaposition des groupes armés qu'on intègre dans l'armée régulière. Mais cette intégration, parfois, ça s'est fait suivant des critères qu'on définit sur place. Mais parfois, ça change de forme, ça devient tout simplement un mixage. On prend les groupes rebelles, on le met à côté d'une brigade de l'armée régulière. On dit, voici désormais ce qui devient l'armée de la République démocratique du Congo. Mais cette armée a aussi d'autres éléments négatifs. C'est que la plupart des groupes armés étaient des groupes issus des ethnies. Et quand on amène ça au niveau de l'armée, on trouve des brigades homogènes qui appartiennent à une tribu. Et dans cette armée, même si les généraux se sont intégrés, mais ces généraux gardent encore leur capacité à commander les éléments au sein de l'armée, c'est-à-dire instaurer un commandement parallèle dans l'armée. Tout cela pose un problème, non seulement au niveau de la République démocratique du Congo, et je voudrais terminer par là, au niveau de l'Afrique. Quelle politique commune de défense pour l'Afrique? C'est en 1958 que Kwame Nkrumah, pour la première fois, a pensé à la Légion africaine, a pensé à la défense commune au niveau de l'Afrique. L'idée n'a pas été saluée par d'autres chefs d'État parce que tout le monde tenait à la souveraineté de son pays, parce qu'il y avait aussi des conflits au niveau des États et que c'était très difficile de penser. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'heure est arrivée. À la fois que nous puissions construire les armées au niveau de nos États, mais nous avons 3 grands blocs. On a le Maghreb, on a aujourd'hui la CEDEAO, on a l'Afrique centrale et puis on peut y ajouter l'Afrique de l'Est, mais on a aussi la SADC. Mais si nous voyons les expériences passées, la CEDEAO, avec le Nigeria, les autres forces, avait fait du travail qui avait été apprécié par tout le monde de Libéria. La CEDEAO était intervenue en Sierra Leone. La CEDEAO est intervenue ailleurs. Nous pouvons voir aussi au niveau de la SADC. La SADC est venue aider la République démocratique du Congo et ça nous a permis d'éviter la chute de la ville de Kinshasa, avec l'Angola, la Namibie et le Zimbabwe qui sont intervenus au nom de la charte de la SADC. La SADC est intervenue au Lesotho. La République démocratique du Congo, à l'époque, Zaïre, est intervenue au Tchad. Donc l'Afrique a démontré que si elle veut,
elle peut résoudre ce problème. Je crois que nous avons un problème de volonté politique, mais aussi un problème de moyens. Il faut le dire, puisque l'armée, ça coûte très cher. Mettre en place un outil de défense digne de ce nom. Donc tout cela, nous allons y revenir dans les questions qui seront posées, parce que je vois mon ami Alexandre me regarder. J'ai compris que vous êtes en train de me dire que j'ai consommé moins de temps que vous ne m'avez donné, donc je m'avais arrêté mon exposé à ce niveau en espérant que les questions viendront de la salle pour vous donner tout ce qu'on avait préparé par rapport à cet exposé. Mais je voudrais vous remercier de l'occasion que vous nous avez offerte, mon frère et moi-même, de parler de ce problème de l'Afrique et d'essayer nous-mêmes de voir quelques pistes de solutions au niveau de nos États et au niveau du continent africain. L'Afrique est consciente qu'elle doit d'abord se réconcilier avec elle-même. Nous avons hérité des frontières de la colonisation. Mais l'Afrique doit d'abord accepter l'Afrique. Nous avons tous les yeux tournés vers l'Europe, vers l'Amérique, vers l'Asie. Mais personne au Cameroun ne se demande ce qui se passe en République démocratique du Congo. Peut-être qu'il trouverait réponse à ces problèmes à partir des ressources dont dispose son voisin. Mutualisons d'abord nos efforts, identifions les problèmes de l'Afrique, aux Africains d'abord de le faire, mais puisque nous sommes dans la mondialisation, si le problème de l'Afrique perdure, ça va rattraper l'Europe. Et d'ailleurs, il y a certains problèmes de l'Afrique qui ne sont pas réellement des problèmes africains. Aujourd'hui, quand on combat le terrorisme ou les groupes islamiques, ces groupes de fait, sur l'autre continent, viennent de trouver refuge au niveau de l'Afrique. Et donc, ce combat-là, en principe, l'OTAN devait le continuer au niveau de l'Afrique avec les Africains, puisque c'était un combat qui n'est pas le nôtre au départ. Et aujourd'hui, il est devenu notre combat, nous acceptons d'y participer, mais nous devons mutualiser nos efforts. L'Afrique doit se doter aussi d'un outil de défense au niveau de chaque État, mais au niveau de l'Union africaine. Il est inacceptable que près de 60 ans après les indépendances en Afrique, nous continuons à réclamer des casques bleus venant d'autres continents, alors que l'Union africaine pouvait se doter d'un outil de défense permanent, capable de résoudre des conflits et des menaces sécuritaires sur le continent africain. L'Afrique est consciente aussi qu'elle n'a pas seulement que des problèmes, mais elle a des atouts. L'Afrique a des atouts importants et des choses à apporter au niveau des concerts, des continents, c'est-à-dire quand nous nous rencontrons, nous avons des choses à faire prévaloir. Dans la lutte du réchauffement, contre le réchauffement climatique, nous avons des atouts à apporter. Dans les échanges pour sédentariser les gens au niveau de l'Afrique et éviter ces mouvements migratoires incontrôlés vers l'Europe et d'autres continents, nous pouvons les résoudre en développant des projets qui vont intéresser les Africains et même les Européens au niveau de l'Afrique. L'Afrique est jeune, c'est une nouvelle destination. L'Afrique est ouverte aux Africains, mais aussi aux Européens, aux Asiatiques et aux Américains. Nous sommes donc solidaires dans un monde qui tend à devenir un grand village. Merci.